Il est 19h30 ce 19 janvier 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information. Voici les titres du journal. Conférence de presse du bloc républicain, c'est une rencontre avec les hommes des médias pour faire le point de la participation de cette formation politique aux législatives et les grandes leçons tirées de ce scrutin. Occasion pour le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du parti, de réaffirmer le soutien du bloc républicain aux réformes du président Patrice Talon. Les détails dans un instant. Dernière ligne droite pour le projet Adapamé, l'atelier de clôture qui intervient 6 ans après le démarrage du projet marque officiellement la fin de sa mise en œuvre. Les dernières assises ont permis aux participants de faire le point des actions menées au cours du projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance au Bénin. Nous parlerons également dans ce journal de l'important lot de matériel informatique et roulant réceptionné ce jeudi par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, évalué à 130 millions de francs CFA. Les matériels réceptionnés seront répartis entre les 85 centres de promotion sociale et les 3 centres de prise en charge des violences basées sur le genre, installés sur l'ensemble du territoire national. C'est un appui de l'UNICEF soutenu par le Canada. Nous parlerons également dans ce journal du Festival international des arts du Bénin, à ce qui est déjà dans nos studios. Elle sera en plateau dans quelques minutes avec nous. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. 28 députés vont défendre les valeurs du bloc républicain à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature. Les responsables du bureau exécutif national du parti étaient face à la presse ce mercredi pour faire le point de la participation de leur formation politique aux législatives et les grandes leçons tirées de ce scrutin. Occasion pour le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du parti, de réaffirmer le soutien du BR aux réformes du président Patrice Talon. Voici le compte rendu de Idrissou Boukari. Près d'une semaine après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, le bloc républicain se prononce sur le scrutin. En conférence de presse dans l'après-midi de ce mercredi, le bureau exécutif national dresse le bilan de la participation du parti aux législatives du dimanche 8 janvier et tire quelques leçons de ce scrutin. Le taux de participation, la pertinence de la réforme du système partisan et la place de la femme dans ces élections, tout a été passé au peigne fin. Je crois que c'est important de le dire pour rappeler que certains avaient quand même remis en cause cette réforme-là, sous prétexte que certains des axes de cette réforme ne correspondaient pas à la volonté souveraine du peuple béninois. Il s'avère que c'est justement ce peuple qui a confirmé cette tendance en donnant à 3 partis parmi les 7 une majorité et une large majorité. Par ces résultats, le peuple souverain redonne une large majorité au président de la République, au président Patrice Talon, pour poursuivre ses réformes. Il est clair que ces résultats confortent l'ancrage national du bloc républicain, puisque sur les 24 circonscriptions, le bloc républicain obtient des élus dans 21 circonscriptions et même dans les 3 autres circonscriptions, il obtient des votes variant entre 16% et 25% et donc une part substantielle des votes. Cette conférence de presse vise également à apporter des clarifications sur un certain nombre de sujets qui collent au parti depuis la proclamation des résultats. Les rumeurs évoquent en effet une possible alliance entre le bloc républicain et le parti d'opposition, les démocrates, à l'Assemblée nationale. Sur cette question, Abdoulaye Biotchane se veut clair. Son parti reste et demeure dans la mouvance présidentielle. Nous sommes au gouvernement, nous soutenons l'action du gouvernement, nous soutenons l'action du président Talon et nous envisageons de le poursuivre. Nous avons fait campagne sous une plateforme qui était très claire. Et cette plateforme, c'était de dire que nous envisagions d'approfondir les réformes qui avaient commencé. Et je rappelle que le programme de législature comprenait 4 axes. Et quand vous décryptez ces 4 axes, vous comprenez très bien qu'il s'agit pour nous
de soutenir ce qui a été fait, de l'approfondir et de faire en sorte que les Béninois dans leur ensemble soient encore plus satisfaits de l'action du gouvernement que par le passé. Ces clarifications viennent donc mettre les choses au clair quant aux intentions du bloc républicain. En termes de perspective, Ablaye Biochane et ses camarades veulent décrypter les résultats de ces élections dans les moindres détails à la faveur de plusieurs ateliers. Il s'agira également de créer des conditions favorables à l'amélioration du bien-être des populations. Alors, à présent, Savalou, qui a abrité la dernière session du comité de pilotage du projet d'appui au développement agricole des collines PADAC. Les assises s'inscrivent dans le cadre des activités de clôture du projet. Les échanges sont suivis des visites de terrain au cours desquelles la délégation accompagnée par le préfet est allée constater l'état, le fonctionnement ainsi que l'organisation des acteurs bénéficiaires des infrastructures réalisées dans le cadre du projet dans diverses localités. Imet Elena Mousso pour les détails. 8e et dernière session du comité de pilotage du projet d'appui au développement agricole des collines PADAC. La rencontre a réuni autour des membres de l'unité de gestion du projet les autres acteurs impliqués. Les assises s'inscrivent dans le cadre des activités de clôture du PADAC. À cette session, les participants ont revisité les diverses actions menées dans le but de développer des pratiques agricoles plus durables, augmenter les revenus des producteurs et améliorer la sécurité alimentaire des populations. Après 7 ans d'activité sur le terrain, l'heure est au bilan. Les résultats ont été très intéressants. Le PADAC, à son niveau, a pris les dispositions en termes de formation, renforcement de capacité, en termes de suivi, de mise en place de mécanismes de gestion. Mais il faut que surtout la mécanisme de gestion puisse être mise en œuvre comme cela se doit. Lancé en 2016, le projet est financé par l'Agence française de développement AFD. Les interventions ont impacté les 6 communes du département. Plusieurs réalisations ont été faites telles que l'aménagement des bas-fonds pour faire du maraîchage, la construction de magasins, la réalisation d'aides d'abattage de boucheries et bien d'autres. Le rendez-vous de Savalou a aussi été l'occasion de passer en revue le document d'activité, valider le plan d'achèvement du projet puis mettre en place les outils de pérennisation des acquis du PADAC. En termes de taux d'exécution physique, le projet est à près de 99% de réalisation de ces activités. Et pour le taux d'exécution financière, le projet est à 98%. Et le mode opérationnel de mise en œuvre du projet, les producteurs ont apprécié. Les mairies aussi ont apprécié, les structures de l'État aussi ont apprécié. Tous les acteurs ont apporté leurs contributions. Nous avons passé en revue ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et c'est sur ce qui n'a pas marché que nous, acteurs communaux, nous allons travailler à mettre en place des outils de pérennisation pour que véritablement nos communes puissent mieux profiter de cet investissement. À la suite des échanges en salle, des visites de terrain ont été effectuées. Accompagnée de l'autorité préfectorale, la délégation s'est rendue sur les sites de plusieurs infrastructures réalisées dans le cadre du PADAC à Bantep puis Glazoué. Ces infrastructures riment avec les besoins des communautés à la base. Nombre de groupes d'acteurs du monde agricole ont aussi été créés dans le but d'accroître les productions. Nous avons fait le tour et mes impressions sont très bonnes parce que quand vous regardez ces différents investissements, ça booste l'économie locale et ça permet de réduire sensiblement la pauvreté. Vous avez vu une équipe de jeunes déterminés à travailler pour une auto-prise en charge. Et je souhaite que la phase suivante, qu'est PADIAP, puisse continuer dans le même sens. Au terme de la randonnée, les membres de la délégation ont exprimé leur satisfaction. Toutefois, des remarques ont été faites. En plus d'avoir permis de résoudre en partie certains problèmes auxquels les populations sont confrontées, le PADAC s'est également penché sur la question de la dégradation des terres, de même que la malnutrition. Un autre projet qui est aussi arrivé à son terme, le projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance au Bénin. L'atelier de clôture qui intervient 6 ans après le démarrage du projet marque officiellement la fin de mise en œuvre du projet ADAPAMI. Une occasion pour les participants de faire le point des actions menées. Teddy Goudalo pour les détails. Cet atelier consacre la clôture officielle des activités de mise en œuvre du projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance au Bénin. 6 années durant, le programme ADAPAMI s'est révélé opportun pour plusieurs agences de systèmes financiers décentralisés. Au nom de cette belle équipe que j'ai eue,
Je voudrais remercier très sincèrement les 10 systèmes financiers décentralisés appuyés directement par le projet ADAPAMI, mais également à l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, à la Direction générale de la microfinance, à l'Agence nationale des systèmes financiers décentralisés, sans oublier les éminents membres du Comité national de microfinance. Il s'agira pour vous, chers participants, experts, partenaires et autres acteurs du secteur, d'apprécier de façon objective les réalisations du projet. Nous souhaitons aussi que cet atelier soit l'occasion de partager vos réflexions afin de tirer des leçons et enseignements qui pourront aider à répondre aux défis auxquels les acteurs du secteur de la microfinance du Bénin demeurent confrontés. Lancé en 2017, le projet ADAPAMI a eu pour mission de travailler avec les acteurs du secteur de la microfinance afin de faciliter l'inclusion financière des populations défavorisées. L'atelier de clôture est axé sur la présentation des acquis du projet. 3 panels bien concoctés ont permis aux participants d'échanger sur la contribution du projet ADAPAMI à l'assainissement, à la professionnalisation et à la modernisation du secteur. Il s'agit, en termes d'appui, à la sensibilisation et à la lutte contre l'exercice illégal de la microfinance, le renforcement des capacités de l'agence également dans l'amélioration de ses interventions en matière de production statistique et également dans le renforcement de la supervision du secteur de la microfinance à travers les actions de contrôle sur pièce et sur place. Plusieurs partenaires ont œuvré pour une exécution sans faille du projet ADAPAMI. Il s'agit notamment de Desjardins Développement International, du Canada et aussi du gouvernement béninois. Les bénéficiaires espèrent déjà la poursuite du projet dans les jours à venir. Nous allons à présent faire un tour à l'école primaire publique Charles Guillot de Cotonou pour voir les conditions dans lesquelles les mets sont servis aux apprenants pendant la récréation. C'est une préoccupation légitime de tous les parents. Une de nos équipes de reportage a passé une demi-journée avec les enfants de cette école qui a mis sur pied un système spécial pour contenter tous les écoliers, petits et grands. Voici le reportage de Idriss Boukari. Premier jour de la semaine à l'école primaire publique Charles Guillot de Cotonou. Sur la cour de l'école, silence radio. Bonjour, monsieur. Dans les classes, écoliers et enseignants sont en pleine activité. Elle active le feu. Son ami Ayaba. Pendant ce temps, on aperçoit des dames faire leur entrée dans l'école, bras chargés comme la tête aussi. C'est en réalité elles qui vendent à manger aux enfants ici pendant la récréation. En attendant d'accueillir leurs jeunes clients, elles ont le devoir de mettre les lieux au propre. Après le nettoyage du réfectoire, il faut disposer les mets cuisinés aux écoliers ce jour. Sur les tables, les repas sont diversifiés. Un peu plus, les enfants aiment surtout la salade et le sandwich avec les macaronis, les spaghettis en fait. Mais à propos, ils viennent payer bien, ça va. Il y a à partir de 50 francs que je les vends, 75 francs et 100 francs. Avant le coup d'envoi de la récréation, la responsable chargée de la nutrition au niveau de l'école fait un tour au réfectoire. Sa mission, vérifier la qualité des mets qui seront servis aux enfants dans quelques minutes. Elle observe, questionne et goûte les plats. À la fin, elle donne son feu vert. S'il y a par exemple un mets qui n'est pas adapté, qui n'est pas bon, là, il n'y aura pas de vente de cette nourriture. C'est bien fait et les enfants peuvent manger. Donc si j'ai pu manger, les enfants peuvent aussi en manger. Il n'y a pas de défaut. Oui, on peut lancer la récréation. Et la récréation va commencer un peu avant l'heure, conformément à la stratégie mise en place par l'école.
Quelques minutes avant 10h15, ce sont les écoliers du CI et du CP qui ouvrent le bal. Ils sont les plus petits et les plus fragiles. La stratégie vise à éviter les bousculades des plus petits et leur permettre eux aussi de profiter de ce moment. Maintenant, on peut sonner la cloche pour annoncer la récréation. C'est au tour des plus grands de prendre une pause pour se ressourcer. Chacun a sa préférence. Elle a donné moi la pépin. À venir à l'école, à dire moi, on parti manger la pâte. Le pain est là, manger là, c'est bon. Je mange pain parce que c'est doux. Je mange macaroni. C'est maman qui a préparé ça à la maison et j'ai amené ça à l'école. Pendant la récréation, j'ai mangé à tassi et œufs. J'ai acheté pour 50 francs et je suis rassasié. Dans le rang des écoliers, on découvre des visiteurs. Ils sont des anciens apprenants de cette école et désormais élèves au CGB Gamay. Mais aux heures de la récréation, ils préfèrent revenir au bercail pour manger. Difficile pour eux de se séparer des mets qu'ils ont consommés ici pendant 6 ans. Le mets de cette école est bon. Je mange beaucoup et on me donne l'argent pour manger dans cette école. Quand j'étais dans cette école, je mangeais du riz et du pain. Quand j'étais au CM2, j'étais habitué de manger ici. J'étais doué, c'est bon. J'achète à Tassi avec du pain. La récréation se déroule sous la supervision du maître de la semaine. Isolé et discret, il suit les mouvements de chacun et interpelle ceux qui s'adonnent aux jeux brutaux. Tout est bien organisé par ici. Le directeur profite bien de ce système qu'il a mis en place et qui lui évite des situations difficiles à gérer. Nous estimons qu'en faisant cela, les plus petits ont déjà le temps de prendre les plats, de se servir ou du moins de manger et d'être à l'aise, de pouvoir peut-être déjà se laver les mains, boire de l'eau sans être bousculé par les plus grands. Souvent, nous constatons qu'il y a ces bousculades autour des mets et par conséquent, ce n'est pas un bon spectacle, surtout que dans cette bousculade où cette manière de faire, les enfants peuvent être lésés. Certains peuvent ne pas pouvoir être bien servis ou ne pas pouvoir bien manger. Et donc, notre stratégie consiste à mettre tous les enfants à l'aise pendant la récréation. À 10h30, la cloche sonne une seconde fois et c'est le retour des écoliers en classe. Abdul Moukabi et ses camarades regagnent eux aussi leur collège en attendant de revenir sans doute le lendemain. En moins de 30 minutes donc, tous les enfants ont été servis et les cours peuvent se poursuivre. La récréation à l'école primaire publique Charles Guillot de Cotonou, c'est aussi un moment d'expression de solidarité et de partage. Ils se baladent avec leur carte d'identité sur le visage. On les appelle les paysés en langue locale d'Indi. Ils sont descendants des 3 lignées princières de Djougou, à savoir Atakora, Nyora et Peitoni. Ils se distinguent par les cicatrices royales sur les 2 joues, sur les bras et sur le ventre. Selon la tradition, le jeune prince se faisait scarifier le jour de la Gani, une tradition perpétuée sur plusieurs générations, mais qui aujourd'hui perd du terrain. Dans ce reportage, nous allons nous permettre une incursion dans l'univers culturel royal de Djougou. C'est dans le département de la Donga. On les reconnaît par leurs cicatrices raciales sur les 2 joues, sur le ventre et sur les 2 bras. À Djougou, tout comme dans les localités environnantes, on les appelle communément Kbenze en langue locale d'Indi parce qu'ils sont descendants des 3 lignées princières, à savoir Atakora, Nyora et Peitoni. De ce fait, ils sont tous dignitaires du palais royal de Kilir à Djougou. Dans leur communauté, ils se distinguent des autres membres par leur balafre. L'origine de ces cicatrices royales remonte à leur ancêtre Gourmantier qui est venu à Djougou ici et qui a créé la royauté Gourmantier de Kilir. Parce que lui l'emportait. De son village au Burkina, il portait ces cicatrices-là. Et quand il a eu des enfants ici, il a transmis ça aux enfants.
Et c'est ça que, quand ils ont pris la royauté, ça s'est perpétué de père en fils jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces cicatrices-là, c'est les princes seuls qui ont ça. Si tu n'es pas prince, tu ne peux pas avoir ça. Il y a des cicatrices qui passent sur toute la longueur de la joue. On fait 3 cicatrices sur chaque joue pour les hommes et 4 pour les femmes. Les grands disent que avant, maintenant ça ne se fait plus. Si vous n'avez pas ça, vous êtes prince, vous n'avez pas ces cicatrices-là, ça va jouer après sur vous. Dans votre vie, ça va jouer. Et il vaut mieux alors le faire. Ces traits distinctifs des princes de Djougou leur ont été légués, selon les informations, par leur ancêtre commun à Djoukouma, venu du Burkina Faso. À l'origine et conformément à la tradition, c'est lors de la fête annuelle de la Gani que le jeune prince devrait être scarifié. Mais avec l'avènement de l'islam, cette tradition a été bouleversée. À l'origine, c'est au moment de la Gani qu'on fait ça aux petits-enfants, aux princes et aux princesses. Mais par la suite, les gens ont commencé par faire des dérogations. Il y en a qui, avec l'arrivée de l'islam, qui, le jour du baptême, font en même temps les cicatrices. Mais à l'origine, c'est à la Gani. Et dans les cérémonies de la Gani, les enfants sont cicatrisés, ont des cicatrices. Mais par la suite, ils ont un peu suivi l'islam et le jour du baptême, le 8e jour de la naissance, on fait ça aux enfants. Par la suite aussi, il y en a qui choisissent un jour au hasard, surtout pendant l'harmattan. Parce que pendant l'harmattan, les plaies sèchent vite. Actuellement, on ne respecte plus la date de la Gani. Chacun fait comme il veut. La tradition a été mise de côté. Et je peux dire qu'actuellement, il y a des princes même qui ne font plus de cicatrices à leurs enfants. Longtemps considéré comme un identifiant distinctif et source d'honneur chez le prince au sein de la communauté, les balafres royales sont de plus en plus abandonnés. Plusieurs facteurs seraient à l'origine de cette situation. Il y a d'abord la religion qui trouve mal indiqué comme les cicatrisations. Il y a aussi les frustrations. Par exemple, quand nos enfants vont en Europe ou quelque part, les gens les prennent pour des barbares, quelque chose comme ça. Sans compter, comment je vais dire, la colonisation. Quand les colons sont arrivés, ils ont trouvé nos parents avec des balafres, tout ça là. Bon, pour eux, ils ont trouvé ça un peu bizarre. Donc c'est là que je parle de sortes de frustration, qui sont les causes réelles de la cicatrisation. C'est un peu ça. Les causes, il y a l'évolution, l'école. Les gens qui ont été à l'école ne jugent pas nécessaire de faire des cicatrices à leurs enfants. Deuxièmement, il y en a qui n'accordent plus d'importance à ces cicatrices-là. Pour eux, ce n'est pas tellement important. Ils ne pensent pas qu'un jour, les enfants seront candidats pour être rois. Donc, ils abandonnent. Bon, disons que c'est la modernité qui a amené tout ça là. Par le passé, aucun prince ne pouvait se passer de ces balafres royales qui représentaient aux yeux de la société une valeur culturelle indéniable. Aujourd'hui, certains l'ont complètement abandonné. D'autres, par contre, sont restés attachés à cette tradition ancestrale. Dans leur rang, Issaou Moustapha, la quarantaine révolue, père de 4 enfants. Tous mes parents ont porté ça. Mon aïeux, mon grand-père, jusqu'à mon papa, moi-même, on me l'a fait. Et de ma vie, tous les enfants qui ont passé par moi pour venir dans la vie. Donc quand ça va court, ces mêmes balafres-là les attendent. Donc c'est la tradition, on ne peut pas s'en passer, il faut le faire quand on sait qu'on est digne de cette tradition-là. Pour montrer la différence qu'il y a entre tel ou tel. Je suis fière de porter mes cicatrices
parce que c'est ma réputation. C'est cette cicatrice-là qui signifie ma lignée, quoi. Je suis de la famille Péteni et c'est les cicatrices-là qui font que je suis fière d'être telle que je suis aujourd'hui. Moi, dans la maison de mon père, ça continue. Ça continue toujours. Mais d'autre part, il y a les jeunes de maintenant là, qui n'aiment pas les cicatrices. Avec la menace de disparition progressive qui pèse sur cette pratique, aucun effort sur le terrain pour amener les princes à prendre conscience. Première victime collatérale de l'abandon de cette pratique, les coiffeurs et exciseurs traditionnels, encore appelés Wanzam en Dindi. Dans un passé récent, ils ne vivaient que de ça. Mais aujourd'hui, avec l'abandon de cette pratique, ils ont dû ranger couteaux et plateaux traditionnels au placard. C'est difficile. Nous traversons, maintenant c'est la traversée du désert. C'est difficile, on est en train, on fait avec, on va au champ, et puis c'est tout, hein, pratiquement. Et un peu de commerce. Parce qu'il faut avoir une deuxième corde à son arc. Mais notre métier là doit être revalorisé, réhabilité, et l'État doit avoir son œil, nous aider pour l'épanouissement de ce métier de Wanzam, les coiffeurs traditionnels. La modernisation et surtout la stigmatisation, autant de facteurs endogènes qui expliquent l'abandon progressif des balafres royales, autrefois source de fierté et de dignité chez les princes de Djougou. Mais avec la perte progressive de cette valeur culturelle et identitaire, l'on est en droit de craindre dans les tout prochains jours une fragilisation, voire une désintégration des trois lignées princières de Djougou. Nous allons rester dans la dynamique de la culture, cette fois-ci avec Asikiwa que nous recevons en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste chanteuse qu'on ne présente plus au Bénin. Vous avez réussi à imposer votre signature dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Sud. Aujourd'hui, vous intervenez beaucoup plus en tant que coach vocal et scénique. D'ailleurs, vous êtes la directrice technique du complexe musical Jaya Center. Asikiwa est sur notre plateau ce soir en qualité de responsable des showcases du Festival international des arts du Bénin FINAB. Tout de suite, j'aimerais vous demander ce qu'est le FINAB et qu'est-ce que ce festival apporte de plus au monde culturel. Merci de me recevoir. Je dirais simplement qu'il y a un vide qui s'est ressenti au niveau des manifestations culturelles, surtout de grands événements d'envergure. On n'en a plus au Bénin et le président directeur général du groupe Empire, Ulrich Adjovi, a bien voulu initier ce festival-là, le Festival international des arts du Bénin, qui va sublimer les 7 filières que nous avons dans les arts au Bénin, à savoir la musique, le cinéma, les arts plastiques et numériques et tout ce qui va avec. Donc nous avons ces 7 filières que nous allons sublimer. Il y aura des expositions, il y aura des showcases et voilà un peu. Voilà. Le président de la République, Patrice Talon, a l'habitude de dire qu'il veut révéler le Bénin par la culture. Est-ce que le FINAB répond à cette vision du chef de l'État, Asikiwa ? Exactement, nous allons dans la logique du chef de l'État et je profite pour remercier le chef de l'État pour les réformes enclenchées dans le secteur des arts et de la culture au Bénin. Faire de la culture et des arts le levier de développement, ce n'est que le souhait de tous les artistes béninois. Et aujourd'hui, nous avons la preuve avec les trésors royaux qui ont été exposés. Nous avons la preuve de ce que ça peut créer comme engouement au niveau de la population et également au niveau de l'économie, ce que ça peut apporter. Oui. Et est-ce que déjà le FINAB, dans son organisation, reçoit le soutien des autorités béninoises ? Oui. Je dirais que notre ministère soutient parfaitement le FINAB à travers monsieur et le ministre Abimbola, que je remercie au passage. Nous avons le soutien du gouvernement, nous avons le soutien également d'autres personnes, notamment les presses internationales et tout.
Oui, et la presse béninoise, évidemment. Oh, ça, cela va sans dire. Et vous, à Sikiwa, quel est votre rôle en tant que responsable des showcases du Festival international des arts du Bénin? Mon rôle, c'est de programmer les scènes de showcase et faire participer les acheteurs, les agents, tout ce qui fait l'industrie culturelle. Parce que pour vendre un artiste, il faut quand même aller découvrir son art, voir un peu ce que l'artiste propose, et c'est une scène qui est offerte à ces artistes qui ont déjà postulé et travailler avec le jury pour que nous puissions dégager les meilleurs et que ces meilleurs, qu'on leur offre la scène du FINAB pour se vendre et permettre aux acheteurs internationaux de pouvoir acheter leur spectacle. Oui, vous avez bien fait d'utiliser deux mots essentiels, acheter et puis l'industrie de la culture. Et par endroits, nous entendons parler du marché Tokpa qui s'annonce pour le FINAB. De quoi s'agit-il exactement et quelles sont les autres activités qu'on peut retrouver au niveau du FINAB? La particularité de ce festival, c'est non seulement de sublimer les 7 arts, les 7 filières, mais surtout de vendre l'art en général au Bénin. Nous aurons un festival gastronomique qu'on a dénommé Afro-Gris, où il y aura des restaurants, il y aura des personnes anonymes qui ont pour passion la restauration, qui vont faire des mets de chez nous et faire goûter aux gens et vendre également cette identité culinaire. Une sorte de tourisme culinaire. Oui, il y a une sorte de tourisme culinaire. Il y a également, dans les autres filières, il y aura des formations, des masterclass, il y aura des conférences dans la littérature, dans toutes les filières. Et puis, le Tokpa, c'est, comme le dit, Tokpa, c'est notre identité en matière de marché. Oui. Maintenant, art, c'est la culture que nous voulons voir, les arts de la culture. Donc Tokpa, c'est le marché de l'art, voilà. En fait. Et nous allons vendre toutes les filières de notre art au Bénin, tel que je le disais. Donc il y aura Alfadi qui viendra également sur le FINAB. Voilà. Je reviendrai à Alfadi parce que est-ce qu'on peut d'abord parler du Festival international des arts du Bénin sans parler du vaudou? Le FINAB a-t-il prévu des activités pour le vaudou? D'ailleurs, nous avons célébré la fête du vaudou il y a quelques jours seulement. Oui, évidemment, toute notre culture tourne autour du vaudou et le côté culturel, on ne va pas s'en passer, on parlera de ça, on aura des activités de tourisme pour découvrir le Bénin dans cette dimension-là. Nous aurons nos danses traditionnelles qui sont les danses patrimoniales de notre pays. Nous aurons également tout ce qui est dans la littérature, dans le cinéma, qui vendent cette culture-là. Donc on ne peut pas parler du FINAB sans parler de cette identité culturelle que nous avons. Mais voilà. Nous entendons, vous avez déjà commencé par le dire d'ailleurs, nous entendons parler de l'artiste Fadaero qui va venir et qui est annoncé pour ce festival. Quelles sont les autres têtes d'affiche? Vous avez cité un nom rapidement tout à l'heure. Quelles sont les autres têtes d'affiche que nous pouvons déjà pressentir pour ce festival du FINAB qui s'annonce palpitant? Voilà, nous avons Alfadi qui est un grand nom de la mode en Afrique et sur le plan international. Il est avec Wardan, un Marocain, et ils ont une exposition qui a fait 16 jours heureux au Maroc la dernière fois. Et cette exposition sera accueillie sur le FINAB. C'est Alfadi et un plasticien qui vont faire une exposition et ça va, vous allez voir, c'est quelque chose, c'est innovant ce qu'ils apportent. L'exposition est dénommée 4 mai. Nous aurons Fadaero, 4 mai. Nous aurons Fadaero. Il y a un certain nombre d'artistes plasticiens de son âge qui ont travaillé sur le continent, à faire rayonner le continent sur le plan international. Sur différents plans. Sur différents plans. Donc, ils vont être autour du grand frère Fadaero que nous voulons célébrer parce que nous avons compris que nos artistes méritent d'être célébrés de leur vivant. Alors, autour de lui, il y aura
tous, Barthélemy Togo, il y aura Viking, ils sont nombreux, ils viendront autour de lui et ce sera une belle fête. C'est un festival, c'est vrai, qui va se dérouler au Bénin, mais on constate que c'est toute l'Afrique qui se réunit au Bénin à travers ce festival, le FINAB, bien évidemment. Comment s'inscrire alors au FINAB en tant que participant ou en tant que visiteur? Parce qu'il faut d'abord s'inscrire pour pouvoir y participer. Nous avons lancé les appels à candidature pour ceux qui veulent participer aux différents challenges, aux showcases et tout ceci. Mais en tant que participant, vous pouvez écrire déjà à notre mail welcome@finab.bj ou appeler le 91 43 63 63 55 06 18 18 ou également aller sur le site www.finab.bj. FINAB.bj. Oui, pour voir les différentes activités et s'inscrire. Rappelez-nous l'email et les numéros à contacter. Voilà, les numéros à contacter, c'est le 91 43 63 63, le 55 06 18 18 et le mail c'est welcome@finab.bj. C'est le moment www.finab.bj. C'est le moment pour vous, Asikiwa, de nous rappeler les grandes dates de ce festival international des arts du Bénin. Le festival va démarrer le 14 février et va prendre fin le 19. 14 février, c'est une date assez sensible. Hein? Oui, le PDG a pensé que pour l'amour des arts, qu'il a pour les arts et la culture, il va falloir commencer la première édition à cette date-là. Une dernière question avant de vous laisser partir. Les artistes ont un rôle important à jouer dans le combat contre les violences basées sur le genre. Et vous, Asikiwa, vous êtes artiste et de surcroît, vous êtes une femme. Votre position par rapport aux violences basées sur le genre? C'est amer, c'est frustrant d'avoir des femmes, de savoir que les femmes sont battues. Quand bien même, il y a des hommes également qui sont battus. Eux, ils n'osent pas en parler souvent. Mais c'est dire que la femme, comme elle n'est pas aussi forte que l'homme, c'est souvent pas équitable quand elle est battue. Et cette frustration, ces blessures ne se cicatrisent pas. Et ça peut avoir des répercussions sur les enfants qui deviennent violents également, surtout les garçons. Quand les papas battent leur mère devant les garçons, ils deviennent violents. Et souvent, quand on parle de violence, on pense seulement aux violences liées au coup qu'on porte, mais il y a d'autres violences qui sont morales. Les violences, par exemple, frustrer sa femme, dire des choses, il y en a qui sont spécialistes en ça. Merci. Merci à vous, Asikiwa, puisque vous le dites si bien. Nous allons alors parler de l'important lot de matériel informatique et roulant réceptionné ce jeudi par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. De montant total de 130 millions de francs CFA, les matériels réceptionnés seront répartis entre les 85 centres de promotion sociale et les 3 centres de prise en charge des violences basées sur le genre installés sur l'ensemble du territoire national. C'est un appui de l'UNICEF soutenu par le Canada dans le cadre de la lutte pour l'élimination des violences faites aux filles et aux adolescentes au Bénin. Nous allons suivre. Du matériel évalué à 130 millions de francs CFA destiné à la prise en charge des enfants et l'épanouissement des filles au Bénin. C'est le fruit de la coopération entre l'UNICEF et le Bénin dans le cadre de la lutte pour l'élimination des violences faites aux filles. Le don est composé de 90 ordinateurs portables, 27 ordinateurs de bureau, 81 tablettes, 13 imprimantes, 8 rétroprojecteurs, 11 clés USB, 11 motos, 2 tablettes d'examen médical et gynécologique et un véhicule de type 4x4 remis de façon symbolique à la ministre des Affaires sociales. Ce don donc du Canada va bénéficier aux 85 centres de promotion sociale du Bénin et aux 3 centres intégrés de prise en charge, les CIPEC. La protection et l'engagement des filles, de nos adolescentes et des jeunes sont des aspects essentiels compte tenu surtout de la que nous voyons aujourd'hui peser dans le nord du Bénin et qui appelle à une mobilisation plus forte de la nouvelle génération pour maintenir la cohésion sociale et prévenir toute forme de violence. Nous sommes convaincus qu'avec les outils adaptés, les agents de votre ministère, Madame la Ministre, pourront renforcer l'exercice accru par les filles et adolescentes du Bénin de leurs droits, notamment leur droit à la protection contre les violences basées sur le genre.
Cette assistance en matériel de qualité est en grande partie rendue possible grâce au Canada, remercié par l'UNICEF. Ce soutien vise à améliorer la vie des filles et des adolescentes au Bénin. Pour nous, la lutte contre la violence contre les femmes est très, très importante comme cible pour le Canada. Et nous sommes honorés de travailler avec vous, non seulement comme vous avez déjà passé des lois pour la protection des femmes, mais l'implémentation est essentielle. Et nous sommes très heureux de travailler avec l'UNICEF pour l'implémentation avec vos officiels, vos bureaux de CIPEC. Nous vous souhaitons la bonne continuation avec ce projet et la pérennisation de vos efforts. Depuis quelques années, des avancées notables sont notées au Bénin en ce qui concerne la protection et la promotion des droits des filles et des femmes. Tout en saluant l'accompagnement constant de l'UNICEF, la ministre des Affaires sociales reconnaît que cet appui répond à des besoins constatés sur le terrain. Les appuis matériels informatiques ne sont pas un luxe, mais c'est une réelle nécessité. Vous avez vraiment vu juste. Donc, grâce à vos appuis, nos collaborateurs au niveau décentralisé seront dorénavant plus outillés pour s'engager facilement dans les réformes en cours dans le ministère. Je voudrais donc vous remercier sincèrement. Je remercie également la délégation canadienne qui, à travers l'UNICEF, ne manque pas de nous appuyer dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux gens en général. Aujourd'hui, c'est un appui en matériel, mais nous savons qu'il y a plusieurs projets dont vous nous faites bénéficier à travers l'UNICEF et nous en sommes très reconnaissants. Au-delà de ce don de matériel, le ministère des Affaires sociales peut toujours compter sur l'engagement de l'UNICEF et de tous les partenaires pour la défense sans faille des droits des enfants et en particulier ceux des filles au Bénin. Nous allons à présent parler transport et sécurité routière. Presque tous les usagers se plaignent de l'axe Kandé-Malanville à cause de son état de dégradation très avancé depuis plusieurs années. La traversée de cette route est à la fois pénible et dangereuse pour les usagers. Il ne passe de jour sans qu'on enregistre des cas d'accidents de circulation avec à la clé des morts. Tout ceci s'explique aussi par l'étroitesse de la route, même si actuellement elle est en train d'être reconstruite. Voici le reportage signé Stanislas Fernand Lanlozet. Pour trouver un qualificatif à cette circulation routière dans Malanville, il faut d'abord la vivre. Des camions, gros porteurs en file indienne, tricycles et motocyclistes cherchent à se frayer un passage, piétons sans issue. Voilà brièvement l'image que vous présente cette commune de la Liborie lorsque vous y mettez les pieds. Cette situation déplaît à tous et même aux plus patients puisque, de toute façon, tout usager est obligé de vivre le calvaire. La circulation à Malanville est tellement dangereuse, très très dangereuse, parce que la voie n'est pas large. Et chaque jour que Dieu crée, il y a accident. Vendredi, jeudi, vendredi, samedi, il y a gros solo à Malanville. Et la mairie aussi ne fait pas son travail. La circulation, je dirais, est désordonnée à Malanville parce que si on prend simplement cette voie inter-État, Cotonou-Malanville qui débouche sur Gaïa au Niger, je pense qu'à certaines heures, ça devient totalement du désordre, excusez du peu, parce que d'abord la voie est trop exiguë et il y a des véhicules gros porteurs là qui veulent traverser la frontière. Donc pour aller de l'autre côté, il y a souvent de go-slow. Maintenant, la circulation des motocyclistes aussi qui conduisent de façon désordonnée. Si le citoyen lambda se plaint, les conducteurs de camions, eux aussi, s'en désolent, obligés de leur côté de passer plusieurs heures à attendre leur tour pour passer et libérer la route très étroite. Des fois, on fait 2 jours. Par exemple, aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans les rangs. On ne sait pas pourquoi. Au niveau des parcs là, il faut que l'État vienne voir le parc. Parce que ce parc là, on paye à peu près 10 000 francs. Ce qui nous gêne sur la voie de Cotonou-Parakou, c'est bon. Mais de Parakou-Kandi, c'est bon. De Kandi venant à Malanville, il y a certains endroits qui ne sont pas bons, il y a des trous. Ça nous fatigue trop.
Arrivé à Bouzoukali, tu peux perdre de temps plus de 4 heures à 6 heures du temps avant de trouver contrôle pour entrer dans le parc. Et voilà, le parc même n'est pas bien organisé, c'est pas bien arrangé. Il y a certains camions, s'ils viennent, ils cassent les ressols. Il y a certains, s'ils ont pris au gabarit, ils arrivent à tomber le camion. Ça n'arrange pas un chauffeur de garer pendant 2 jours à une distance de 700 et quelques kilomètres. Normalement, avec 2 jours, la personne doit être à la destination. Donc maintenant, ce qui est là, tout ça là, ça nous gêne. Il faut qu'on nous cherche une solution par rapport à ça. Et c'est la voie qui n'est pas bonne. La voie qui n'est pas bonne, c'est de Kandi venir à Malanville. Ton camion à bon état, mais arrivé à quelques kilomètres de 7 kilomètres, tu vas souffrir comme celui qui veut aller à 1000 kilomètres. Pas de jour sans que l'on enregistre des cas d'accidents mortels de circulation sur cette route inter-État Cotonou-Malanville, longue de 732 km. Et ceci s'explique non seulement par l'incivisme des usagers, mais aussi à cause de l'exécuté et de la dégradation très avancée de cet axe entre Kandi et Malanville. Parfois, il y a des accidents qui se créent, on enregistre régulièrement. Et quand vous interpellez certains citoyens qui sont habitués à ce genre de conduite, qui faufilent entre ces véhicules-là, donc pour eux, c'est que voilà, c'est Dieu qui amène ça. Ils ne tiennent pas compte forcément donc, de code de la circulation. Donc ça fait qu'à Malanville ici, c'est un gros problème et il va falloir que les autorités taillent d'importance à cela. Il y a trop de tracasseries à la voie, des accidents qu'on ne sait même pas dire. Chaque fois, il y a des accidents au cours de la route. C'est la voie qui est trop petite. Face à cette situation, les autorités concernées sont appelées à agir afin de réduire la peine des populations, même si déjà quelques travaux de reconstruction sont en cours. Des travaux exécutés par l'entreprise Soroubat. Soroubat, dont les usagers se plaignent de la lenteur dans l'exécution des travaux. D'ores et déjà, l'autre initiative qui pourrait être prise en amont pourrait être aussi la sensibilisation pour réduire un tant soit peu les cas répétés d'accidents de circulation. Vous retrouverez ce magazine dans notre émission Sur la route de demain. Prenez le rendez-vous juste après Actu Matin et après les éditions de 11h, 13h, 16h, 19h30 et 22h30. Nous parlerons essentiellement de la situation des gros porteurs en République du Bénin. Et ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.